Bonsoir à tous, bienvenue à cette première conférence de la soirée. Donc ce soir, nous allons parler de comment intégrer le milieu du financement et de l'investissement. Tout d'abord, je vais laisser nos intervenants se présenter. Merci. Bonsoir à tout le monde. Alors, je m'appelle Safwan Mchaourab et je suis directeur associé du programme MSC Finance à Grenoble École de Management. Je suis un pur produit académique dans le sens où j'ai fait tout mon parcours à l'université de Paris 10 Nanterre, suivi par une première expérience d'enseignement à l'université de Nanterre et quelques années à Neoma, et depuis 2013 je suis à GEM. Bonsoir à tous, je m'appelle Adrien Rosenberg. Alors moi je vais vous parler un tout petit peu de mon parcours. J'ai fait des études de finance à l'université Paris-Dauphine, notamment en corporate finance. J'avais démarré ma carrière en M&A à la Société Générale. Et puis donc aujourd'hui, je suis associé chez Alumni. Alumni, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui a 3 activités. La première, et c'est un peu celle qui fait le sens avec la conférence d'aujourd'hui, c'est qu'on accompagne des étudiants d'écoles de commerce, d'ingénieurs, d'universités à aller décrocher des carrières en finance, donc à travers la recherche de stages notamment. On a des sessions de formation privées avec des gens de tout type de background, chacun vient avec son projet pro. On intervient aussi directement dans des écoles, par exemple auprès du MSI Finance de Grenoble, avec Safwan. On a 2 autres métiers, c'est tout d'abord la formation professionnelle. Donc en fait on forme des pros, notamment en banque d'affaires et en fonds d'investissement, fonds de private equity, sur des sujets assez techniques en finance, pour les faire monter en compétences, par exemple des sujets de modélisation financière, des sujets de questions juridiques et fiscales sur des opérations M&A. Et la 3e activité qu'on a, c'est de la chasse de tête. On chasse pour des fonds de private equity et des hedge funds. Et donc en fait, ce sont en général des acteurs qui recrutent pas mal de profils expérimentés, minimum 2-3 ans d'expérience. Et donc, comme ils savent qu'on a un petit réseau de gens qu'on a formés par le passé et qui bossent dans l'industrie, ils viennent nous voir assez régulièrement pour nous demander des CV et donc chasser pour eux des gros profils. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc pour commencer cette conférence, Adrien et Safwan, je vais vous demander comment définissez-vous le financement et l'investissement? Alors, effectivement, donc c'est une question qui est à la fois étrange et intéressante, je dirais, parce que pour moi, en réalité, le financement et l'investissement, c'est un peu la même chose, dans la mesure où, quand on investit dans des boîtes, ça fait partie de le fait de financer leur activité ou de financer une acquisition ou des choses comme ça. Et en même temps, le financement, ça fait partie, c'est une façon d'investir. Néanmoins, je pense que là où on peut distinguer de façon intéressante ces 2 termes, ce sont les acteurs. En gros, en général, je pense que quand on parle de financement, on parle des banques qui financent du coup l'économie, qui financent beaucoup de choses. Et quand on va parler d'investissement, ça va plutôt être en général des opérations au niveau equity, donc au niveau des actions. Et donc c'est là plutôt où on parle soit de fonds d'investissement qui rachètent des boîtes, ou alors, par exemple, une entreprise qui va chercher à investir dans une autre entreprise, soit en la rachetant, soit en mettant un morceau de capital dedans. Voilà, c'est comme ça que moi je distinguerai les 2. Je ne sais pas si tu es d'accord. On est entièrement d'accord. Alors, on peut parler on peut revenir à la base de la finance, qui est le bilan financier, le bilan de l'entreprise. Et dans un bilan, on a actif et passif. Dans le passif, on a dette et capitaux propres. Et quand on parle de financement et investissement, en fait, en fonction de l'acteur, où se trouve l'acteur, et en fonction de ça, on va dire il fait du métier de financement ou du métier de l'investissement. Et l'acteur aussi, on va parler de contrepartie, c'est-à-dire quand vous avez un fonds private equity, lui, c'est un investissement, c'est dans l'actif. Mais pour l'entreprise qui reçoit l'argent, ça va être un passif, ça va être une ressource. Ça peut prendre la forme des capitaux propres, mais ça peut aussi prendre la forme de la dette. Et là, on va aussi partir sur encore une fois, je rejoins ce qui a été dit par Adrien, c'est en fonction comment on voit, on va dire, le positionnement de l'acteur dans l'opération. Si je peux peut-être rajouter un dernier truc pour conclure de façon un peu globale, je dirais que, et c'est en lien avec le sujet qui est de vous aider à intégrer ces milieux-là, c'est que le monde de la finance, il y a souvent des termes qui veulent dire certaines choses ou d'autres choses selon les usages. Okay, donc
le premier pas en fait pour vous pour arriver à ce milieu-là, c'est de bien comprendre les différents métiers, les différents acteurs et qu'est-ce qu'on entend par tel ou tel terme. Je donne un autre exemple qui n'est pas forcément lié au financement et investissement, mais un peu quand même. Par exemple, tout le monde, vous avez sûrement déjà entendu parler du private equity et du venture capital, mais en fait, donc on distingue souvent les deux, alors qu'en réalité, le venture capital, c'est une sous-section du private equity. Le private equity, pour moi, c'est un terme global, c'est tous les fonds qui investissent dans des boîtes, et les fonds de venture investissent dans les startups, de la même manière que des fonds LBO investissent dans des boîtes matures, et tout ça, c'est le private equity. Mais dans les usages, les gens distinguent bien les deux, alors qu'en fait, c'est pas vraiment, enfin, c'est la même chose. Donc, il faut passer beaucoup de temps à comprendre un peu ces trucs-là. Deuxième question, quels sont les impacts de la transformation numérique sur les métiers en financement et investissement? Qui souhaite répondre le premier? En fait, c'est une question assez intéressante. Alors, je peux parler, moi, principalement de ce qu'on appelle maintenant le IA et son impact un peu sur les métiers. Je ne vois pas ça comme comment dire, un danger, mais plutôt comme un challenge, comme un outil qui va améliorer la performance, simplifier les tâches, accélérer le processus parfois. Mais globalement, même avec des outils de IA, on voit les limites et on voit l'importance de la personne, de l'être humain, du cerveau humain derrière, qui va voir et qui va venir vraiment aller à la fin prendre une décision. L'IA ne peut pas prendre une décision, l'IA elle va pouvoir vous fournir des analyses, elle va pouvoir on va dire, accélérer un processus, simplifier des analyses que vous allez passer beaucoup de temps à faire, mais en même temps, derrière tout ça, il y a une décision et c'est une décision humaine. Donc, la digitalisation ou les nouveaux outils, on va dire technologiques, ils sont là pour simplifier le rôle de l'analyste ou les missions de l'analyste, pas plus que ça. Ce n'est pas une menace pour moi, c'est plutôt plutôt une évolution du métier. Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, si ce n'est que pour certains métiers en finance, je pense qu'il y a clairement des limites. Si on prend tous les métiers de conseil, donc la fusion-acquisition, l'equity capital market, le debt capital market, etc., peut-être que ça peut aider sur certaines choses, mais parfois je suis un peu sceptique. Par exemple, en M&A, on pourrait très bien penser qu'une IA pourrait vous déterminer la valeur exacte d'une entreprise qu'on veut racheter, mais c'est oublier le fait que la valeur d'une chose peut être différente selon les besoins ou même à quelque chose d'irrationnel de la part de l'acheteur ou du vendeur. Si vous regardez des grands entrepreneurs, ils ont le don d'acheter des choses en dessous de leur vraie valeur, de les revendre au-dessus de leur vraie valeur. À l'inverse, il y a des gens qui se font avoir aussi, ça arrive. Mais du coup, ça, une IA ne peut pas le déterminer. Et donc, quand c'est des business liés à des gens et à du conseil et voilà, à des décisions comme ça, je pense qu'il y a une limite effectivement à l'IA. Je me permets de rebondir sur l'exemple, parce que je suis enseignant et je suis prof du cours valorisation. Donc ça, c'est un très bon exemple pour ça, parce que, on va dire, si on se réfère à la valorisation d'une entreprise, rassurez-vous, je ne ferai pas un cours de valorisation d'entreprise, mais c'est juste pour prendre l'exemple qui est très intéressant. En fait, c'est basé sur des hypothèses. Et à la fin, on achète une entreprise, on achète ce qu'on appelle un storytelling, donc une histoire. Et il faut croire dans l'histoire, il faut croire dans ce qui est prévu et décrit par les managers de l'entreprise, par les fondateurs, par les propriétaires de l'entreprise. Et c'est là où, on va dire, l'analyste va venir et va voir la rationalité de tout ça. Et à un moment donné, même avec une rationalité, il y a toujours ce petit part émotionnel, on va dire. Ça peut être de l'expérience, ça peut être parfois un fit avec les personnes qui ont créé cette entreprise. Donc c'est pas mal de choses que, à mes yeux actuellement, dans le forme actuelle de ces outils technologiques, elle est incapable de le capter. Oui, c'est ça. Et puis en fait, il y a évidemment certains métiers qui sont très très basés sur le code, l'informatique, etc. Et donc là, probablement que l'IA a un rôle plus important à jouer. Mais bon, quand on me demande le niveau, par exemple, mathématique ou de code nécessaire pour faire du M&A, en mathématiques, voilà, il faut faire des soustractions, des additions, des divisions, et c'est pas grand-chose de plus. Très bien.
Merci beaucoup. Donc maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. On va plutôt aborder les opportunités et les enjeux actuels. Adrien, j'ai une première question pour toi. Quels sont les rôles principaux en banque investissement et en private equity? Alors, bon, en banque d'investissement, je pense que il faut... ça pourrait être extrêmement long de définir tous les rôles. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que les banques d'investissement sont organisées par division en général, et que dans chaque division, vous allez avoir plusieurs métiers. Donc, s'il y a par exemple parfois une dizaine de divisions et dedans 4 ou 5 métiers différents, voilà, ça va être un peu long de tout lister et décortiquer. Néanmoins, les grandes familles de métiers qui intéressent en général les étudiants, vous avez ce qu'on appelle donc effectivement l'investment banking. Donc là, vous voyez encore une fois, en banque d'investissement, ça regroupe normalement tous les métiers, mais quand on dit banque d'investissement, sur le site d'une banque par exemple, bah là, ça va regrouper uniquement les métiers de conseil, okay, de conseil aux entreprises. Donc par exemple, le M&A, la fusion-acquisition, l'equity capital market, le debt capital market, et parfois ça inclut aussi le leverage finance. D'ailleurs, selon les recruteurs, les banques, vous pouvez avoir certains métiers qui sont dans d'autres divisions et c'est pas forcément uniforme partout. Donc encore une fois, c'est à vous d'aller faire ce genre de travail de recherche. Donc ça, on va dire que c'est la partie corporate finance, pour faire simple. Après, il y a aussi souvent la partie market, finance de marché, où vous allez avoir toutes les activités de sales, trading, structuring, quant, voilà, tous les métiers liés à la finance de marché. Vous avez d'autres divisions, il y a en général de l'asset management, okay, donc ça c'est comment la banque gère un peu l'épargne des gens et essaye d'avoir des stratégies d'investissement un peu rationnelles pour faire fructifier cet argent sans forcément essayer de prendre des positions très très risquées. Okay, c'est différent de l'activité par exemple d'un hedge fund. Vous avez des activités de recherche, ça c'est une division qui est très très importante dans une banque, avec dedans la recherche action, la recherche crédit, la recherche macro. Toute cette recherche, elle sert à quoi? Elle sert en général à effectuer des prévisions. Donc, par exemple, la recherche action, elle cherche à déterminer, pour schématiser, la valeur fondamentale d'une action à horizon moyen terme. Donc, il y a un analyste, il va suivre Sanofi, et son métier, c'est de dire, selon lui, d'ici 6 mois, d'ici 1 an, quelle va être la valeur de l'action Sanofi. Donc, en fait, il donne des recommandations d'investissement. Et après, il y a des liens entre différentes divisions. Par exemple, la recherche, elle travaille très souvent avec la finance de marché, notamment les sales. Parce que les sales, par exemple un sales equity, donc qui vend des actions, lui, il va être amené souvent à aller piocher dans la recherche action de sa banque pour aller pitcher ses clients, par exemple des fonds d'asset management. Okay, l'equity research, ça peut être aussi, alors c'est une relation qui n'est pas vraiment directe, mais tout le travail que font les analystes en equity research servent souvent aux banquiers d'affaires, les banquiers M&A, les banquiers en ECM. Pourquoi? Parce que eux, ils construisent des modèles de valorisation, notamment de comparables boursiers, et puis ils doivent utiliser des boîtes cotées comparables, faire des projections, et les projections, ils vont souvent aller taper dans les notes d'analystes de ceux qui suivent ces boîtes-là pour construire les business plans. Enfin, vous voyez, donc il y a des relations qui existent. Au-delà de la description des métiers qui peut-être voilà, est, tout de suite pour vous, c'est un peu beaucoup d'informations et il y a des choses à digérer. Un point qui me semble essentiel pour vous à comprendre, c'est que demain, vous voulez faire ces métiers-là, il va falloir construire un CV, il va falloir faire des stages, et parfois décrocher tel ou tel stage du premier coup, c'est très difficile. Et donc, ce que vous devez aussi essayer de comprendre, c'est quel stage autre que celui que je vise peut m'amener à celui que je vise. Pour faire simple, par exemple, si je veux faire du M&A, quel autre stage dans une banque est pertinent, enfin, quand je dis pertinent, c'est valorisé par exemple, les gens en M&A qui regarderont votre CV. Donc, typiquement, un stage en equity research pour aller faire du M&A, c'est génial. Si je veux faire du trading, quel stage peut m'y amener? Un stage en sales, c'est top. Un stage en risque de marché, c'est top. Okay, donc c'est là où comprendre les distinctions et peut-être les connexions qu'il peut y avoir, connexions directes ou indirectes entre des métiers, entre des divisions, ça c'est un enjeu clé pour vous sur le plan stratégique. Okay, là j'essaye pour vous de réfléchir à horizon de 2-3 ans sur comment je me construis un parcours pertinent pour ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Non, mais je partage entièrement ce qui a été dit par Adrien. J'ajoute juste quelques éléments aussi sur vraiment bien se connaître et vraiment définir son projet professionnel et avoir un plan A, plan B, plan C, plan D. Avoir plusieurs plans, être prêt à confronter la difficulté. On est sur, Adrien parlait de banque d'investissement, on est sur des métiers assez sélectifs.
beaucoup de compétition. Donc là, ce n'est pas seulement les connaissances techniques, ce n'est pas seulement le stage, mais il y a aussi d'autres éléments sur lesquels il faut travailler. Beaucoup le réseau aussi. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels il faut vraiment commencer à se préparer, à travailler sur ces éléments-là pour pouvoir vraiment construire un CV. Alors, je parle de travailler le réseau et aussi l'entretenir. Parce que ce n'est pas seulement avoir un réseau, développer un réseau, mais aussi comment l'entretenir. Et ça, c'est des éléments qui sont importants quand on veut intégrer ces métiers-là. Je crois qu'on aura d'autres questions plus tard sur comment intégrer, mais je répondrai. Merci. Adrien, j'ai une prochaine question pour toi encore. Quelle est la différence entre gestion d'actifs et analyse financière en termes de mission? En termes de mission. Alors, c'est... Encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on entend par ces termes-là, parce que l'analyse financière, c'est un terme qui est extrêmement générique. Quelque part, dans n'importe quel métier en finance, on fait de l'analyse financière. Mais qu'est-ce que les gens entendent par analyse financière? Et en général, l'analyse financière, ça veut dire l'equity research. C'est ça, en général, le terme qui est utilisé. Donc, voilà, souvent, il y a des gens qui me disent « je veux être analyste financier », mais j'ai envie de dire « mais est-ce que tu parles de l'equity research ou est-ce que tu parles en général ?» Et auquel cas, ce n'est pas du tout la même discussion. Comme je le disais, du coup, l'equity research, ce sont des équipes d'analystes qui sont donc physiquement sur le front office, donc c'est-à-dire le desk de marché dans les banques avec les sales, traders, etc. Ils sont physiquement à côté d'eux. Et les analystes sont sectorisés. Ils suivent un secteur particulier. Ça peut être la santé, ça peut être l'automobile, ça peut être n'importe quoi, le real estate. Et donc, ils suivent des valeurs cotées en bourse. Et du coup, tous les 6 mois, tous les ans, quand il y a des rapports semestriels, annuels, ils analysent tout ça. Ils rencontrent aussi parfois le top management de ces boîtes pour leur poser des questions, pour avoir des informations sur leurs prévisions de croissance, de chiffre d'affaires, d'EBITDA pour les mois à venir. Voilà. En gros, leur métier, c'est d'analyser toutes ces boîtes qu'ils suivent, qu'ils couvrent, et ils font des analyses financières, stratégiques, etc. Et à la fin, ils vont rédiger une sorte de note qu'on appelle souvent une note de broker, une note d'analyste, qui peut faire 5, 10 pages, parfois plus. Et comment elle commence la note à chaque fois? Elle commence par ce qu'ils appellent le target price, donc c'est-à-dire le prix cible que eux ils pensent être pour la valeur fondamentale de l'action. Ils donnent une reco, buy, sell ou alors hold, l'un des trois, donc acheter l'action, la vendre ou la garder en portefeuille. Et donc voilà, donc en fait ils donnent des recommandations d'investissement à travers leurs analyses. Ils font tourner des gros modèles, etc. Ils updatent les chiffres régulièrement, comme je l'ai dit. Voilà, c'est à peu près ça. Donc il y a beaucoup d'analyses financières. Il y a beaucoup de valorisation dans ces métiers-là. Il y a beaucoup d'analyses stratégiques, comme je le disais. Et voilà, c'est à peu près ça. Et du coup, ce métier, par exemple, est très très valorisé pour bouger ensuite en fonds d'asset management, donc en gestion d'actifs. Notamment sur des métiers de portfolio management, sur des stratégies equity, où là, en fait, effectivement, un analyste qui a pas mal d'expérience sur le fait de suivre des boîtes, de les analyser, etc. En général, l'analyste financier, on dit qu'il est côté sell side, c'est-à-dire qu'il n'investit pas, il n'est pas buy side, il n'achète pas. Lui, il vend, entre guillemets, il donne son avis, mais il n'est pas investisseur. Et puis, souvent, la bascule que les gens font, c'est de passer de l'equity research à l'asset management, où là, ils vont côté investisseur. Et donc, le métier en asset, ça va être à peu près la même chose, si je reste sur la classe d'actifs equity, à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci, ces analyses, il va engager l'argent du fonds. Et donc, ce n'est pas le même niveau de risque, d'engagement, que quand je donne mon avis. C'est un peu comme entre le M&A et le private equity. En M&A, je conseille des boîtes sur le fait de racheter et vendre des boîtes, mais ce n'est pas moi qui débourse l'argent. Okay, et quand je vais en private equity, j'engage de l'argent de mes investisseurs au-dessus, ce qu'on appelle les LPs, et ça, c'est un niveau de risque différent. Donc voilà, ce n'est pas le même stress, on va dire. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la seconde partie, donc comment construire son profil. Adrien ou Safwan, vous allez me dire quelles sont les compétences techniques les plus valorisées pour un analyste financier débutant. Alors, je poursuis la démonstration top d'Adrien sur l'analyste financier. Alors, les compétences, on va parler de compétences techniques. Donc,
On commence clairement par tout ce qui est connaissance des documents financiers. On parle du bilan, compte de résultats, tableau de flux et autres. Donc il va y avoir d'autres documents. La connaissance de base, la connaissance plutôt avancée de ces documents de base plutôt. Donc il faut vraiment maîtriser le lien entre les trois, l'impact de l'un sur l'autre. Ça c'est hyper important. Ça c'est le minimum à maîtriser quand on veut prétendre à des métiers d'analyste financier. Ensuite, il y a tout ce qui est modélisation financière. Donc là, on va aller acquérir un peu des compétences sur tous les outils informatiques. Donc Excel, c'est le minimum. De plus en plus, maintenant, on vous demande de savoir coder. Donc Python, c'est devenu quelque chose de standard, même pour un analyste financier. Même pour certaines boîtes qu'on ne voit pas parfois l'utilité. Petit à petit, on commence à voir que Python, c'est un outil intéressant qui nous permet de simplifier certaines analyses, certains process. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, tout ce qui est, on sort un peu. Et là, si on va aller sur la dimension plutôt, on va dire, asset manager, là, on va commencer à acquérir des compétences un peu plus, pas seulement de la connaissance, analyse financière et la modélisation, mais là, on va sortir un peu sur tout ce qui est macro, tout ce qui est stratégie d'investissement. Donc là, on sort et on va dire la palette de compétences va s'élargir. Et là, on monte en compétences, comme il expliquait bien Adrien. Quand on passe du M&A, où on fait de l'analyse, et on passe de côté private equity, on va faire l'investissement, là, c'est le risque. Et là, savoir comment gérer le risque, modéliser le risque. Tous ces éléments-là, ça, c'est quelque chose qui est attendu. Alors, je vous décris un schéma peut-être pour plusieurs années. Mais quand on va commencer, comme des jeunes comme vous qui sont sur le marché du travail et qui vont commencer, moi je considère que pour un analyste financier, l'important c'est la maîtrise des documents financiers. Ça, il faut être vraiment bien calé sur ça. Et avoir parfois, et on s'ennuyait beaucoup, et moi aussi quand j'étais étudiant, dans les cours de comptabilité. Mais les cours de comptabilité sont hyper importants. La connaissance de la comptabilité, c'est hyper important. En M&A, souvent les analystes en M&A, ils sont confrontés à des challenges de la part des comptables, et c'est des petites blagues entre eux où on vient les titiller sur ces questions-là. Et ça, c'est hyper important. Et ensuite, je parle de tout ce qui est informatique, tout ce qui est Excel. Ça, c'est devenu quelque chose de base et de minimum. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, en vrai, c'est bon. Ok, super. Quels sont les moyens les plus efficaces pour développer un réseau professionnel dans la finance? Grande question. Bon, je pense que, et ça c'est vraiment important pour vous, pour vos futures recherches de stage, clairement pour moi, si vous voulez décrocher des entretiens, effectivement, mieux qu'un bon CV ou qu'une bonne lettre de motivation, ce que vous devez avoir, ce sont de bons contacts. Ce sont des gens en interne, partout où vous postulerez, qui prendront votre CV, l'imprimeront, le donneront au RH, en disant voilà, j'ai parlé avec cette candidate, elle est top, elle est smart, elle est motivée, et je pense que ça vaut le coup de la rencontrer en entretien pour un premier tour. Donc ça, c'est vraiment la base. Si vous postulez comme tout le monde, CV, lettre de motive, des offres en ligne, et que vous attendez que ça se passe, il ne se passera rien, pour une raison qui est bête, mais vous avez tellement de candidats qui postulent, des centaines, voire des milliers, qu'en fait, on ne voit même pas votre candidature. C'est même pas qu'on vous refuse, très souvent, on ne répond pas. Et en fait, c'est parce qu'on n'a pas vu. Pour vous donner un exemple très précis, une des plus grosses boutiques M&A à Paris, ils sont une quarantaine, ils prennent environ 10 stagiaires tous les 6 mois, et le gars me dit que tous les 6 mois ils reçoivent 2300 candidatures. Donc voilà, clairement il n'a pas le temps. En fait, il m'a dit, ce que je fais d'abord, c'est que s'il y a des gens en interne qui recommandent des CV, on les fait passer en entretien, et s'il y a les 10 tickets gagnants dedans, c'est fini, et on n'a pas besoin de voir les profils. Donc du coup, il faut se faire du réseau. Comment on fait? Je dirais qu'il faut en fait, globalement, si j'ai un conseil générique, c'est aller au contact le plus direct possible des recruteurs. Donc si effectivement on postule en tant que ça se passe, ça ne marchera pas. Premier truc à faire à mon avis, ça c'est contacter les gens sur LinkedIn. Donc ça c'est hyper important, c'est le premier outil que vous avez où vous pouvez contacter directement quelqu'un depuis chez vous. Okay, vous avez le temps de le faire, il n'y a pas de problème. Donc avant de le faire, il faut avoir un profil LinkedIn nickel. Okay, j'insiste sur ça, c'est-à-dire qu'il faut le détailler comme si c'était votre CV. Il faut avoir une belle photo professionnelle, et j'insiste sur les termes belle, photo et pro, parce qu'il y a trop d'étudiants qui font leurs photos tout seuls, avec en background la porte chez eux, avec une mauvaise lumière, un mauvais cadrage. Mais en fait, vous savez, les gens,
vous connaissent pas et ils vous jugent aussi sur votre apparence. C'est injuste, mais c'est vrai. Et donc, s'ils reçoivent par exemple un message, un mail, etc., premier réflexe, ils ouvrent votre profil, quelle tête il a. Et si vous avez une tête qui fait peur, bah, vous n'aurez pas de retour, de réponse de la personne. Okay, donc j'insiste vraiment sur ça. C'est un point qui est extrêmement important. Ça paraît bête comme ça, mais c'est comme dans tout. Même vous, demain, vous êtes dans une asso, vous recrutez des membres. Bah, en fait, il y a aussi ce côté comment il se tient, comment il réagit, etc. Donc ça, c'est hyper important. Après, il faut les contacter. Ça, on pourrait en parler des heures, c'est très compliqué. Enfin, c'est très long. Mais si j'ai un ou deux conseils là-dessus, premièrement, quand on contacte des gens, en fait, il ne faut pas attendre de rechercher son stage pour contacter des personnes. Parce que si vous le faites, du coup, vous les contacterez principalement pour un stage et donc en fait pour demander à un inconnu un service. Donc ça, c'est un problème. Okay, les gens ne vous connaissent pas, ils n'ont pas de raison. Et donc si ça vous est déjà arrivé de contacter en direct quelqu'un en disant je cherche un stage, si vous cherchez quelqu'un, voici mon CV, et que vous n'avez pas de réponse, c'est normal. Okay, c'est comme quand vous postez sur votre LinkedIn, cher réseau LinkedIn, actuellement en galère de stage, je sollicite votre aide, etc. Bon, bah en fait, je pense que les gens, de façon consciente ou inconsciente, ce qu'ils aiment, c'est aider les gens qui ont du succès et pas aider les gens qui sont en galère. Okay, donc, voilà, il y a un peu de psychologie là-dedans. En revanche, si vous êtes en début de cursus scolaire, que vous n'avez même pas de stage en finance à aller chercher cette année, mais que vous contactez quelqu'un et par exemple vous lui dites bah voilà, je m'intéresse à ce que vous faites, je connais personne dans mon réseau proche qui fait ce métier, j'aurais quelques questions à vous poser, est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder, etc. Je ne dis pas que les gens vont vous répondre dans 100% des cas, ce serait faux de vous dire ça. Globalement, les gens répondent peu, mais votre taux de conversion sera bien supérieur au fait de contacter quelqu'un en urgence. Donc il faut le faire dès maintenant, et comme ça en plus on n'a pas la pression. Okay, une autre manière de faire du réseau, c'est évidemment d'aller dans des forums d'école, de votre école par exemple, de parler avec des professionnels qui sont présents. Parfois, même très souvent, vous tomberez sur des gens qui ne font pas le métier que vous visez, mais c'est pas grave, il faut leur parler aussi. Pourquoi ? Parce que s'ils vous aiment bien, comme tout le monde fait les mêmes écoles de commerce, d'ingénieurs, ils ont forcément des potes qui bossent dans le milieu que vous visez. Et s'ils vous aiment bien, ils seront ravis de vous faire une intro avec quelqu'un, au moins une personne, c'est déjà pas mal. Maintenant, comment faire pour que vous aiment bien ? Bon il n'y a pas de formule magique, mais en revanche, je trouve que les étudiants, souvent, l'erreur qu'ils font quand ils voient des recruteurs à des forums, c'est que ils arrivent toujours avec le même discours, voici mon CV, je cherche un stage, blablabla. En gros, ils parlent d'eux, au lieu de s'intéresser à la personne qui est en face d'elle. Donc même si elle fait le métier que vous ne visez pas, c'est pas grave, posez des questions, intéressez-vous à la personne, montrez que vous êtes curieux, motivé, sympathique. Et voilà, et les gens, s'ils ont un fit avec vous, ce qu'on appelle le fit, ils seront ravis de vous aider. Autre façon de faire, c'est un peu pareil que le forum, mais c'est quand une boîte vient sur votre campus. Souvent, ce sont des alumni de l'école, ils viennent vous présenter ce qu'ils font, etc. À la fin, vous avez sûrement 30 minutes, 1 heure, où il y a des discussions informelles, on peut échanger avec les gens. Et un dernier levier que je vois qui est intéressant, c'est qu'en finance, les recruteurs, chaque année, souvent plutôt à la rentrée, organisent des événements de networking, principalement dans leur bureau. Et pour trouver ces événements, vous allez sur le site de chaque banque, dans la section carrière, et vous avez la liste des événements avec les dates, les villes et la thématique. Et il n'y a pas l'adresse, parce qu'il faut postuler, et vous recevrez ensuite, ou pas, une invitation par mail qu'il faudra montrer à l'entrée. Okay ? Mais si vous avez l'invitation, vous y allez. C'est souvent en fin de journée, les professionnels, ils ont terminé de bosser, ils sont plus détendus, il y a une coupe de champagne à la main, c'est plus sympathique. C'est comme à une soirée Doc Finance où en fait les gens, c'est un cadre un peu plus informel qu'un forum école par exemple. Et encore une fois, c'est à vous et votre talent et votre travail pour aller parler avec des gens et vous constituer un réseau et vous avez ces gens en face de vous. Okay ? Et la force de parler avec quelqu'un via LinkedIn, via un forum école, via un event avec une approche directe, pourquoi c'est important ? C'est parce que, évidemment, que c'est impossible quasiment de différencier 2300 CV sur des candidatures. Si j'ai envie de passer 6 mois avec cette personne sur le même bureau, et un truc que les étudiants ont du mal à comprendre souvent, c'est qu'ils sont très très focus sur l'aspect technique des choses, ce qui est très important parce qu'il y a beaucoup de questions techniques en entretien, et donc il faut absolument valider ce point. Mais en revanche, les gens, quand ils vous recrutent, ils se posent aussi une autre question, c'est, pour faire simple, est-ce que je m'imagine aller boire une bière avec cette personne à la fin de la journée ? Et si la réponse est non,
vous n'aurez pas le stage. Parce que les gens, ils veulent bosser avec des gens avec qui ils peuvent être potes. Et donc, s'ils ne s'imaginent pas passer leur journée avec vous, vous pouvez être la meilleure personne techniquement, etc. La réalité, c'est qu'ils vont vous refuser. Et d'ailleurs, souvent, quand ils vous refusent pour des raisons de fit, ils vont même pas vous faire un feedback honnête sur cette... parce qu'ils peuvent pas vous dire « je t'ai pas pris parce que je t'aime pas ». C'est un peu délicat et c'est peut-être même pas légal de faire un feedback comme ça. Donc ils vont vous dire un truc genre « on a pris quelqu'un qui avait plus d'expérience que toi ». Okay, c'est une manière gentille de vous dire non. Mais souvent, ce qui pêche dans les entretiens ou dans les événements, c'est le fit. Okay, donc voilà, 10 minutes de discussion, ça donnera énormément d'informations sur vous et beaucoup plus qu'un CV avec une lettre de motif. Est-ce que tu veux rajouter un truc ? Oui. Je partage entièrement ce qui a été dit par Adrien. Alors, je vous ai parlé il y a quelques minutes du réseau. Ça se construit, et il faut l'entretenir. Alors, on le construit comment ? Ça se commence très simple, dans le cercle familial. C'est hyper important. Ce n'est pas du pistonnage, hein. C'est travailler, discuter avec des gens qui ont soit des profils ou des projets professionnels qui correspondent à ce que vous avez envie de faire. Et ensuite, deuxième étape, c'est votre salle de cours. C'est vos copains dans la classe qui sont plus ou moins dans des métiers, parfois dans des stages qui peuvent ressembler ou qui peuvent offrir des opportunités à ce que vous avez envie de faire. Et ensuite, on passe sur tout ce qui est événements. Alors, Adrien a cité pas mal d'événements. J'insiste sur un élément qui est hyper important, c'est les événements organisés par les entreprises. Je vous raconte une histoire d'une étudiante que j'ai eue il y a 2 ans. Hyper, on va dire, motivée, déterminée à réaliser son projet professionnel qui est intégrer une grande banque londonienne. Elle a assisté à quasiment tous les événements organisés par cette banque. En ligne, c'était quasiment que des événements en ligne, elle était à Paris, mais elle a assisté à tous les événements de cette banque. Elle était présente à des événements qui étaient organisés par cette banque à travers, par exemple, il a organisé un événement avec FT, Financial Times, elle était présente à ces événements-là. Elle posait des questions. Ils l'ont vue à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui vient d'une université c'est une étudiante italienne, qui vient d'une université pas très connue, pas très prestigieuse en Italie, qui fait un MSc en France dans le top 10 des écoles, et elle a réussi à intégrer une grande banque londonienne avec sa détermination, sa motivation, et comment elle a travaillé son réseau et elle l'a entretenu. Alors, j'ai parlé de l'entretien d'un réseau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand on commence à avoir un réseau autour de nous, ces gens-là, c'est pas one shot, c'est pas je les ai contactés et c'est bon, ils m'ont donné l'information et c'est fini. Non, il faut travailler sur la suite. C'est-à-dire peut-être tous les ans, tous les 6 mois, 7 mois, un petit message. Ils ont eu quelque chose dans leur projet, une promotion, un événement organisé dans leur entreprise. N'hésitez pas à leur envoyer un petit message. Leur montrer que vous êtes là, que vous êtes reconnaissant du service qui a été rendu. C'était peut-être 5 minutes, 10 minutes d'échange, ou parfois un stage. Ils vous ont permis d'accéder à un stage. Donc, gardez la relation avec ces personnes-là, et ça ne s'arrête pas juste à un échange sur LinkedIn, et c'est fini. Donc ça, c'est dommage, et ça, c'est, on va dire, parfois, les gens, ils voient que ça comme, ok, c'est la énième personne qui vient me contacter, qui me parlerait 5 minutes, et après, c'est fini. Non, c'est pas comme ça qu'on peut entretenir un réseau. Donc je m'arrête sur ce point. Ouais, ça me fait penser à un truc sur le fait d'entretenir le réseau. Moi, j'ai un étudiant, déjà, évidemment, c'est très très vrai. Et j'ai un étudiant qui m'avait dit une fois que pour entretenir le réseau, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait d'impliquer les gens avec qui il parlait dans ses process, dans le sens où il appelait des gens, il leur demandait des conseils, etc. Donc en fait, demander des conseils, c'est hyper bien parce que les gens se sentent un peu valorisés, qu'on fasse appel à leur expertise. Dire merci, ça marche aussi beaucoup. Okay, les gens adorent qu'on leur dise merci. Et ce qu'il faisait en fait, c'est que ensuite il recontactait la personne, il lui demandait rien, juste il l'updatait sur ce qu'il avait fait. Il lui disait voilà, avec tes conseils, j'ai fait ci, je suis allé là, j'ai parlé avec un tel, j'ai fait ça, etc. Et les gens en fait adorent ça parce qu'ils se disent tiens, je donne des conseils, c'est utile, le gars évolue. Voilà, ils se sentent un peu comme un mentor et ça permet en fait de fidéliser le contact qu'on s'est fait. Merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions dans le public ?
En fait, bon, déjà, il y a une différenciation un peu officielle, on va dire. C'est qu'en général, le small cap, c'est pour des deals d'une valeur d'entreprise jusqu'à 50 millions. Et ensuite, le mid, c'est souvent entre 50 et 500. Et le large, c'est au-dessus de 500. Maintenant, bon, il y a maintenant aussi une catégorie qu'on appelle un peu upper mid. Tu vois, c'est en gros les deals entre, je dirais, 300 et 800 millions. Voilà, encore une fois, c'est pas strict comme différenciation, mais c'est à peu près ça le truc. Vas-y. Alors, oui, tout à fait. Donc, tu vois, effectivement, une limite d'une conférence aussi courte, c'est qu'on ne peut pas couvrir tous les métiers, mais sache une chose, c'est que tout ce qu'on a dit et les conseils, ça s'applique à tous les métiers. Okay. Ensuite, sur la banque privée, bah, oui, moi, j'ai déjà formé beaucoup d'étudiants qui font de la banque privée. Enfin, d'ailleurs, on a un événement chez Alumni dans 2 semaines avec une fille qui vient du Wealth Management chez Goldman. Donc, est-ce que du coup, tu as une question par rapport à ça? Alors, bon, pour le coup, je pense que si tu fais du wealth management, le private equity, en fait, ça fait partie des classes d'actifs que tu peux proposer à tes clients pour, tu vois, investir son argent et faire un certain rendement. Pourquoi le private equity a eu beaucoup de succès sur les dernières années auprès des clients en wealth management, etc. C'est parce que dans une économie, bon là ça a changé, mais dans une économie avec des taux très bas, proches de zéro, très peu de choses apportaient du rendement. Mais le PE, oui. Le PE apporte un fonds de PE à l'époque, il fait en moyenne 20% de rendement, donc ce qui est énorme. Et du coup, ça a poussé les gens à aller vers cette classe d'actifs pour aller chercher du rendement. Mais le private equity, il est un peu à la fin tu vois, des classes d'actifs entre ceux qui sont pas risqués, etc. Là, c'est, on va dire, très risqué, mais en même temps, il y avait des très grosses perfs, donc quelque part, les gens n'ont pas trop vu le risque puisque ça performait bien. Après, c'est illiquide, parce que quand tu investis en PE, c'est pour 10 ans, en général. Voilà, maintenant, si demain, toi, tu vas faire du wealth, je ne pense pas que tu seras spécialisé en PI. Il faut au contraire que tu aies une très bonne compréhension de toutes les classes d'actifs et que tu puisses apporter une certaine ingénierie d'investissement à tes clients, parce que déjà, les clients n'ont pas tous le même profil de risque qu'ils aiment prendre. Et donc le PE fait partie d'une des classes d'actifs, mais je ne pense pas qu'il y aurait une spécialisation en PE. Je partage aussi ce qui a été dit par Adrien. Wealth management, alors moi je dirais des connaissances en gestion d'actifs, c'est important, mais c'est pas votre spécialité. Wealth management aussi, c'est des connaissances en différents types d'actifs, mais si vous êtes dans une banque, vous avez des équipes qui sont spécialisées dans certains types d'actifs et vous allez pouvoir les consulter pour proposer à votre client. Mais je ne crois pas qu'il va y avoir une spécialité. Moi, je crois qu'Adrien est plus proche du marché du travail que moi. Donc moi, je ne crois pas qu'il va y avoir une spécialisation private equity dans les métiers de wealth management. Mais c'est un métier où il faut avoir une connaissance aussi, pas seulement connaissance financière, mais aussi une connaissance relationnelle. Il y a un savoir-faire et il y a des connaissances qui ne sont pas techniques. Donc ça, c'est quelque chose un peu spécial. Après, quand vous regardez les masters de wealth management qui sont proposés, il n'y en a pas beaucoup en France, mais qui sont proposés, vous allez voir des cours qui sont beaucoup en droit, beaucoup par exemple, tout ce qui est immobilisation, donc tout ce qui est valorisation d'immobilisation. Ça, c'est des cours, c'est des thématiques qui sont très abordées dans ces métiers-là. Donc, entre autres, en plus de gestion d'actifs, asset management, de valorisation. Mais je n'ai pas vu des cours de private equity dans des masters de wealth management. Mais surtout, je pense que, à mon avis, je ne connais pas très bien ce métier en réalité, mais à mon avis, un très bon banquier privé, c'est justement au contraire quelqu'un qui ait une très bonne connaissance diversifiée de beaucoup de choses. Parce qu'il y a effectivement les classes d'actifs en finance, mais il y a aussi effectivement des questions de fiscalité, par exemple, de tes clients.
même certains sont experts dans l'art. Parce que ça peut être un produit de placement intéressant pour défiscaliser des choses, etc. Ouais. Donc tu vois, c'est au contraire, pour le coup, c'est la diversité qui fait la force d'un banquier, je pense, plus qu'une grosse spécialisation. Mais peut-être que je me trompe, hein, mais... Autre question ? Alors, déjà, je pense que en vrai, pour quasiment tous les métiers dont on a parlé aujourd'hui, un MSc en finance, tout simplement, fait l'affaire. Il y a quelques métiers en finance où il faut des trucs un peu spécifiques. Par exemple, si tu veux être quant, là, un master en finance quantitative fait sens. Mais sinon, les MSc finance voilà, sont là. Et c'est un point important ce que tu dis. Si jamais tu cherches peut-être des noms d'écoles, c'est aussi ça ton truc? C'est lesquels MSc ou c'est juste un type d'MSc ou tu veux aussi savoir quels sont les MSc Bah, au niveau des écoles, donc il y a un point qui est très important pour moi à comprendre, c'est que le CV que tu as en intégrant un MSc compte énormément dans les jobs que tu peux aller chercher. Okay, donc il ne faut pas croire qu'un MSc, c'est une formule magique. C'est certes un coup de pouce énorme, mais si tu n'as pas le CV qu'il faut, tu devras, quoi qu'il arrive, en réalité, faire peut-être un peu plus de stages que ce que tu pensais. Et ce qui peut poser problème, parce que parfois, si tu intègres un MSc en M2, bah, tu n'as qu'un seul stage de fin d'études à faire, et peut-être déjà qu'il en faut 2 pour atteindre un métier et tout. Okay, donc voilà, ça c'est à voir. Après, il y a des MSc qui sont parfois en 1 an, parfois en 2 ans. Donc ça aussi, il faut voir selon ton parcours, là où tu en es, etc. L'avantage en 2 ans, c'est que tu peux faire en général du coup 2 stages. Donc ça te permet de prendre. C'est ça que tu dois aussi analyser. Et grosso modo, je pense que si tu intègres des MSc du top 10, avec un bon CV à l'entrée, donc quand je dis bon CV, si tu l'intègres en M1, il y a moins d'urgence à avoir un CV complet au niveau des expériences pro, parce que tu peux le construire. Je sais pas où tu en es, mais en gros, tu vois, l'urgence, elle est plutôt quand tu l'intègres en dernière année. Et donc du top 10, et puis après, voilà, par exemple, si je prends l'exemple du MSc Finance à Grenoble, les étudiants qui l'intègrent et qui ont fait par exemple avant des stages en finance, etc., tu vois, enfin un parcours classique, par exemple, je pense qu'il y a des gens peut-être même du PGE qui peuvent l'intégrer ça, après une césure, bah en fait, derrière, ils ont un boulevard devant eux. Et t'en as qui décrochent ce qu'on appelle des summers, etc., dans des banques anglo-saxonnes, banques françaises, voilà. Donc... Alors, encore une fois, un MSc ou un diplôme, c'est un passeport. Après, il y a le voyage derrière. Qu'est-ce qu'on prépare? C'est quoi notre projet professionnel? C'est une étape. Je rejoins ce qui a été dit sur la préparation du projet professionnel, être vraiment bien préparé sur ce qu'on a envie de faire, se connaître, parce qu'on peut avoir des envies de faire des choses et après on se rend compte que c'est pas fait pour nous, c'est pas fait pour la personne, parce que parfois certains métiers, on va dire, il y a dans certains métiers des attentes de la part de la personne, des compétences pas seulement techniques, mais aussi personnelles. Vous voyez, et c'est là où il faut vraiment travailler. Il y a un petit travail d'introspection, regarder quelles sont les compétences qu'on a, qu'est-ce qu'on a envie de faire aussi, et ensuite préparer on va dire cette aventure. Vous avez une étape, c'est un master, et ensuite les stages derrière, on en a déjà parlé. Et clairement, vous parlez du Equity Research. Alors, pour moi, c'est les stages qui vont vraiment vous préparer à aller pouvoir postuler à ce type de stage. Donc, c'est un peu, on va dire, un cercle fermé, mais oui. Il faut vraiment bien préparer le stage qui mène à ce type de stage. Et c'est là où on revient à ce qu'on a été dit avant. Vraiment regarder quels sont les métiers et qu'est-ce qui est attendu dans ces métiers pour pouvoir y accéder. Je suis désolée, mais au vu de l'heure, on va devoir stopper les questions. Mais par contre, vous pouvez bien sûr discuter avec Adrien et Safouane ensuite. Alors tout à fait. Et par ailleurs, bon, c'est pas pour te surcharger ce soir, mais vous avez la chance d'avoir parmi toutes les écoles un directeur académique d'une école qui est là, qui connaît bien ses étudiants, donc qui connaît aussi les offres qu'ils décrochent, les différents parcours, etc. Donc je pense qu'il faut aussi en profiter. Merci beaucoup. Merci.
Merci à tous et il y a une prochaine conférence dans 10-15 minutes. Voilà. Merci. Merci à tout le monde. Merci.